La première réaction que nous allons voir dans ce chapitre qui concerne les composés possédant une double liaison carbone-carbone va être la réaction d'hydrohalogénation. Cette réaction d'hydrohalogénation va consister à rajouter sur un dérivé éthylénique, donc possédant une double liaison carbone-carbone, un halogénure d'hydrogène. C'est ce qui est mentionné sur le bilan qui est ici. À gauche, vous avez le dérivé éthylénique, le composé qui possède une double liaison carbone-carbone, et sur lequel on a représenté quatre substituants R1, R2, R3 et R4 qui peuvent être des atomes d'hydrogène, des chaînes carbonées, bref, un peu n'importe quoi plus HX. Donc HX, c'est ça qu'on appelle l'halogénure d'hydrogène. C'est finalement un atome d'hydrogène qui est attaché à un atome d'halogène, donc du chlore, du brome ou de l'iode. On s'intéressera, on s'intéressera donc à l'action de HCl, de HBr ou de HI, l'halogénure d'hydrogène. Et donc, ça va former ce composé qu'on appelle un dérivé halogéné, donc parce que j'ai finalement un composé organique avec un atome d'halogène. Alors, quelle est la différence entre le réactif, donc, entre le réactif organique ici et le produit atteint, obtenu au final? Eh bien, c'est que la double liaison carbone-carbone a disparu. Vous voyez, entre ce carbone et ce carbone, c'est devenu une liaison simple et se sont fixés sur chaque carbone initialement de la double liaison et le H et le X qui étaient les atomes constituant l'halogénure d'hydrogène. Alors, remarque à savoir, les conditions opératoires sont souvent importantes en chimie organique et notamment cette réaction, je l'ai marqué en dessous, nécessite pas ou peu de chauffage et se fait en milieu polaire. Donc, ce sont des conditions que vous pouvez rajouter à côté du cadre qui donne cette information. Alors, on va voir pourquoi est-ce qu'on parle de réaction d'addition. Il y a différents types de réactions en chimie organique. Et avant peut-être de parler justement de cette réaction d'addition, on va prendre un exemple, voire deux exemples, comment s'illustre cette réaction avec le 2,3-diméthylbute de N, puis avec le cyclohexène. Alors le 2,3-diméthylbute de N, hein, c'est cette molécule. On a bien une chaîne avec un, 2, 3 et 4 carbones qui se suivent. Et sur le carbone numéro 2 ainsi que sur le carbone numéro 3, j'ai une ramification méthyle, d'où le terme de 3-diméthylbute de N. Si j'applique le schéma type qui est décrit au-dessus, eh bien la double liaison carbone-carbone doit disparaître et devenir une simple liaison carbone-carbone. Et sur le carbone de gauche, puis sur le carbone de droite, doivent s'additionner donc et le H et le X, c'est-à-dire ici pour moi et le H et le Br. Donc c'est ce que j'ai mentionné ici. La double liaison carbone-carbone a disparu, devient une simple liaison carbone-carbone, et le H et le Br qui constituaient le bromure d'hydrogène se sont fixés sur chacun des carbones de la double liaison initiale. Alors, que je mette le H et le Br ici ou que j'inverse la position de Br et de H, ça vous donnera de toute façon le même composé. Si on doit le nommer, la chaîne principale ici, on voit bien qu'elle fait 4 carbones, donc c'est du butane, mais c'est du butane sur lequel en position 2, il y a un atome de brome, donc c'est du 2-bromo-butane, et sur ce même atome de carbone, il y a un groupe méthyle, ainsi que sur le carbone numéro 3, donc 2,3-diméthyle, le nom de cette molécule. C'est donc le 2-bromo 2,3-diméthylbutane. Si j'applique le même genre de réaction donc sur le cyclohexène, HBr qui réagit sur le cyclohexène, ma double liaison carbone-carbone doit disparaître. Ça donne bien ce composé où j'ai une liaison simple carbone-carbone. Et chacun des atomes de carbone de la double liaison eh bien, va fixer soit le H, soit le Br. Là encore, que je mette le H en haut, le Br en bas ou que j'inverse, ça vous donnera le même composé. Vous n'êtes même pas obligé de mentionner le H ici, hein, si on est en représentation topologique, aucune importance. Mais par rapport au nom de la molécule, quoi qu'il arrive, ce sera un cycle à 6 carbones, donc cyclohexane, et sur lequel il y a un atome de brome, donc ce sera simplement du bromocyclohexane. Pas besoin de mettre d'indice, puisque de toute façon, il n'y a qu'un seul substituant sur ce cycle, et donc il est forcément en position 1. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'addition électrophile pour qualifier cette réaction? Alors d'abord, le terme addition fait référence au fait que le substrat, alors ce qu'on appelle le substrat, c'est le composé organique qui subit la réaction. Le composé organique, hein, c'est celui qui est à base de carbone et d'hydrogène. Donc la molécule organique qui subit, qu'on appelle le substrat, eh bien si on compare ce qu'il y a au début et ce qu'elle devient à la fin, eh bien elle n'a fait que gagner deux atomes, les atomes H et Br, sans perdre du tout d'atomes. Donc, quand une molécule gagne des atomes sans perdre d'atomes, eh bien, on dit qu'elle subit une réaction d'addition.
Vous avez un détail sur la page suivante qui donne plus précisément la signification de tous ces termes, addition, on verra d'autres types de réactions, mais pour l'addition, effectivement, la particularité, c'est que ça s'accompagne de la perte d'une insaturation. Là, vous voyez, j'ai une double liaison carbone-carbone, c'est ce qu'on appelle une insaturation. Eh bien, la double liaison carbone-carbone devient une simple liaison carbone-carbone, je n'ai plus d'insaturation dans cette molécule. Et ça marche évidemment pour l'autre exemple, hein. La double liaison carbone-carbone a disparu, cette molécule n'a fait que gagner un H et Br et n'a perdu strictement aucun atome. Et alors pourquoi est-ce qu'on parle de réaction d'addition électrophile? C'est parce que le réactif qu'on a ajouté, c'est-à-dire HBr, ou de manière plus générale HX, eh bien, possède un site électrophile. Effectivement, du fait de la différence d'électronégativité entre H et X, entre H et les atomes d'halogène, qui sont plus électronégatifs que l'atome d'hydrogène, le H ici est un site électrophile, et c'est ce H, vous voyez, le H du HBr qui est un site électrophile, qui va donc pouvoir interagir avec effectivement notre alcène, qui, je vous rappelle, du fait de la double liaison carbone-carbone, est un site nucléophile. Eh bien, un site nucléophile ne peut interagir qu'avec un site électrophile. Et donc, effectivement, c'est pour ça qu'on parle d'addition électrophile. C'est le H qui est un site électrophile de l'halogéno, de l'halogénure d'hydrogène qui va se fixer sur le site nucléophile qui est la double liaison carbone-carbone. Alors, vous verrez qu'il y a d'autres types de réactions qu'on a en chimie organique, hein. Là, on a vu les additions, vous verrez qu'il y a les substitutions, les éliminations. Il y a aussi de l'oxydoréduction, il y a aussi des réactions acide-base. Donc, il y a 5 types de réactions qui sont mentionnées dans votre polycopier, dans le petit cadre gris sur la deuxième feuille. Un petit élément, un petit point de repère à connaître pour la suite. On étudiera ça au fur et à mesure. Alors, comment ça se passe microscopiquement pour justifier le passage du réactif de l'alcène finalement au produit final? En fait, ça se fait pas en un seul acte élémentaire. Le mécanisme réactionnel se fait en deux temps, deux actes élémentaires, et le premier temps, c'est l'attaque du H de l'halogénure d'hydrogène par l'alcène. J'ai pris l'exemple ici du 2,3-diméthylbutène, HBr, donc qu'on lui additionne. Eh bien, ce HBr, je vous rappelle que le H est delta plus, le Br delta moins, et que ici on a une double liaison qui est un site nucléophile, qui n'a qu'une envie, c'est d'aller se lier finalement à cet hydrogène qui est delta plus. Or, je vous rappelle qu'effectivement, cette double liaison, c'est l'association d'une liaison sigma et d'une liaison pi. Or, qui est qui, on ne sait pas, c'est juste un schéma ici pour visualiser les choses. Eh bien, j'ai une des liaisons ici, qui est la liaison pi, qui est plus fragile et qui va finalement se développer et s'attacher à ce H. Alors, il faut imaginer les choses. Ça ne se détache pas complètement des deux carbones. Ça reste attaché à un des deux carbones. Donc, mettons que ça reste attaché, cette liaison pi. Mettons qu'elle reste attachée au carbone de gauche, mais qu'elle se détache du carbone de droite. Eh bien, finalement, si elle reste attachée au carbone de gauche, la partie droite de la liaison pi va pouvoir se déployer un peu comme une tentacule et aller attraper ce H. Par contre, ce H ne peut pas être à la fois attaché à ce carbone et au Br, donc la liaison ici HBr va être obligée de se casser. Quand une liaison se casse en chimie organique, on matérialise cette rupture par une flèche ici courbe qui part du double liant et qui se rabat vers l'atome le plus électronégatif. Donc ça va donner lieu à quoi? Ça va donner lieu finalement à un composé intermédiaire sur lequel ce carbone de gauche ne va être plus lié que simplement avec le carbone de droite, puisque la liaison sigma, elle n'est pas intervenue, c'est que la liaison pi euh, qui s'est cassée juste au niveau du carbone de droite, qui est resté lié au carbone de gauche. Cette liaison pi, donc, s'est attachée à l'hydrogène bleu, donc ça vous donne cette liaison ici avec l'hydrogène bleu. Par contre, ce carbone de droite, la particularité, c'est qu'il n'est plus entouré que de trois doublés liants à la liaison sigma avec le carbone de gauche et il n'y a aucun changement avec les CH3 de droite. Donc ce carbone, il n'a plus les quatre doublés liants qu'il avait initialement autour de lui, il a donc une lacune électronique et à proximité immédiate, il n'a que trois électrons de valence au lieu des quatre habituels, donc ça lui fait une charge plus, euh, une charge formelle positive. Et donc tout ça plus Br-, parce qu'effectivement notre atome de brome ici récupère, il avait déjà trois doublés non liants, il en a un quatrième, cet atome de brome, donc, enfin, qui devient finalement un ion bromure, eh bien, est entouré de quatre doublés liants, 8 électrons de valence, au lieu des 7 électrons de valence habituels pour l'atome de brome, donc il a gagné un électron, ce qui fait qu'effectivement c'est bien un ion bromure.
Donc ce composé qu'on obtient intermédiairement, j'en ai parlé précédemment, c'est un carbone avec une lacune électronique, c'est ce qu'on appelle un carbocation. Carbo comme carbone et cation puisque c'est chargé positivement. C'est un intermédiaire actionnel qui est plan, puisque si on regarde la géométrie BSEPR autour de ce carbone, eh bien, c'est une géométrie de type AX3E0. Ce carbone a bien trois atomes voisins et pas de doublé non liant ni d'électrons célibataires. Une lacune, ça ne rencontre, ce n'est pas pris en compte dans la nomenclature VSEPR. Donc, c'est AX3E0. AX3E0, c'est triangulaire plan. C'est une espèce instable, c'est un intermédiaire actionnel qui, dans la deuxième étape, va être attaqué par l'ion halogénure, donc nous en l'occurrence par l'ion bromure, puisqu'effectivement l'ion bromure est chargé négativement, le carbone ici a une lacune chargée positivement. Ce bromure, eh bien, je peux le considérer comme étant une espèce nucléophile et cette lacune comme étant d'ailleurs un site électrophile. Et effectivement, donc ça va vous donner ce composé donc, où le brome va s'attacher sur le carbone de droite et donc le Br- intervient ici en tant que nucléophile et le carbocation en tant qu'électrophile. Si vous faites la somme de ces deux actes élémentaires, ça vous donne bien le bilan qu'on avait envisagé, c'est-à-dire que la double liaison carbone-carbone du substrat organique devient une simple liaison carbone-carbone et chaque carbone de la double liaison a soit récupéré le H, soit récupéré le Br. Le carbone de gauche a récupéré le H, le carbone de droite a récupéré le brome. En termes de profil réactionnel, à quoi ça ressemble? Eh bien, vu que j'ai deux actes élémentaires, je vais avoir un profil ici avec deux bosses, hein, si on peut dire, avec donc nos réactifs ici, l'alcène et l'halogénure d'hydrogène, le dérivé halogéné final qui est finalement donc obtenu, et l'intermédiaire actionnel, le carbocation plus l'ion bromure. Si on repère les énergies d'activation dans le sens direct pour chaque acte élémentaire, l'énergie d'activation de l'acte 1 est très importante par rapport à l'énergie d'activation de l'acte 2 dans le sens direct. Aussi, petite remarque, l'intermédiaire actionnel est plus haut en énergie que l'alcène de départ parce que simplement, effectivement, c'est une espèce instable. Donc, qui dit instabilité dit qu'on monte en énergie, ce qui fait que le premier acte élémentaire, je peux effectivement le qualifier comme étant endothermique. Le système perd de l'énergie. Par contre, le deuxième acte élémentaire, lui, va être exothermique. Le produit final est bien plus stable que l'intermédiaire réactionnel, puisque je n'ai pas cette lacune qui est un petit peu déstabilisante. Et globalement, la réaction, elle est exothermique, hein, puisque si on compare le niveau d'énergie des réactifs au niveau d'énergie du produit final, le niveau d'énergie final est plus bas que le niveau d'énergie initial, donc j'ai perdu de l'énergie, donc je suis bien sur une réaction globale exothermique. Et surtout, après, ce qui est vraiment peut-être le plus important à retenir sur ce profil, c'est que le premier acte élémentaire, c'est lui qui est l'étape cinétiquement déterminante. Ayant une énergie d'activation EA1 beaucoup plus grande que l'énergie d'activation EA2, cette première étape sera beaucoup plus lente que la deuxième étape. Le premier acte élémentaire est cinétiquement déterminant. Si j'utilise donc l'approximation de l'étape cinétiquement déterminante vue dans le chapitre précédent, je peux donc dire que la vitesse de la réaction globale de notre addition électrophile sera égale à la vitesse de l'acte élémentaire numéro 1. L'acte élémentaire numéro 1, sa loi de vitesse va être de quel style? C'est ce que j'écris ici, un V vitesse volumique de la réaction globale égale V1 vitesse de l'acte élémentaire numéro 1. Eh bien, ce sera la constante de vitesse K1 de l'acte numéro 1, hein, si j'appelle K1 la constante de vitesse de l'acte numéro 1, fois concentration des deux réactifs mis en jeu dans l'acte élémentaire numéro 1, donc concentration de l'alcène et concentration de HBr, chacun avec une puissance 1, puisque chacun n'intervient qu'une seule fois. Un acte élémentaire vérifie la loi de Van 't Hoff, c'est-à-dire que les ordres partiels associés aux réactifs sont les coefficients stoichiométriques de ces réactifs. Donc là, j'ai mis Hx, hein, de manière générale, là ici ce serait HBr.